s'il fallait te présenter, Don, hormis que tu es un grand enfant curieux de tout, on pourrait dire quand même dans le contexte qui est le nôtre là ce soir que tu es un pionnier de l'art vidéo avec un ensemble de personnes, ma foi très connues, et aussi tu t'es intéressé très tôt au réseau et au fait que les artistes s'approprient le réseau de manière à ce qu'ils ne se fassent pas voler le réseau comme ils se sont fait voler la télévision. Oui, c'est ça. Oui, bon, d'abord, j'étais très content d'entendre les noms de Kit et Sherry. Je peux ajouter que ça coûtait 10 000 $ de temps de satellite. Oui, c'était extrêmement cher à l'époque. Oui, parce que bon, j'ai bossé avec les deux pendant 20 ans, depuis des années 70 jusqu'à les années 90. Et c'est vraiment, ils étaient à Paris. Et Kit était mon technicien au Centre culturel américain pendant un petit temps. Et c'était dans cette période-là, on a commencé de parler de réseau et cette espèce de communication interactive et le rôle de l'artiste dedans. Et c'était quelque chose qui était assez fondamental pour nous trois. Mais la technologie n'était pas là. Comme j'ai dit, le premier truc, bon, on a filmé ensemble, on a fait un documentaire sur Paris ensemble qui a été diffusé à la télévision publique américaine en 77 et eux, ils sont partis de Paris en 76 et en 77, ils ont fait leur premier truc satellite qui était un échange de danseurs entre Maryland et Texas. Et ils m'ont contacté plus tard pour dire qu'ils allaient faire Hole in Space. Parce qu'au même moment, moi, j'étais en train de me lancer dans toute une autre technologie, mais toujours avec le même objectif, qui était le téléphone. Le téléphone comme moyen de transmettre des images. Hole in Space, c'était novembre 80, oui. Et nous, notre projet qui était une connexion entre le centre américain et MIT, c'était en février 81. Et nous, on a échangé des images fixes par téléphone. Et c'était mon début. Et très rapidement, j'étais complètement accroché par cet outil. Je me suis dit que je pense que le réseau allait devenir quelque chose d'important. Parlons de Reagan, parce que je crois que tout le déclin de l'Occident a commencé avec Reagan et Thatcher. J'ai bossé beaucoup avec la Biennale de Paris. Et en 81, après les élections de Reagan, Georges Boudaille, qui était le directeur de la Biennale de Paris, m'a contacté en disant « Reagan a annulé toute participation américaine dans les événements culturels internationaux. Est-ce que tu peux me faire quelque chose ?» Et on a fait une soi-disant participation américaine à la Biennale en 82, qui était un échange entre 12 photographes français et 12 photographes américains. Les photographes américains ont envoyé leurs images à Paris, où ils étaient reproduits et affichés sur le mur de la Biennale. Et les 12 Français ont envoyé leurs images différentes à des villes différentes américaines parce que les photographes étaient dans les villes différentes. Et bon, c'était vraiment à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était extrêmement important et il fallait rester avec cette idée d'amener la création artistique dans le réseau. On était limité à l'époque à l'image fixe. J'ai continué de faire des expériences quasiment tous les ans et en 86, avec deux autres, Tom Sherman et Roy Ascott, j'étais commissaire à la Biennale de Venise. Et parmi notre section, on a créé un labo. On a créé un labo pour échanger des images avec toutes les technologies qui existaient à l'époque, qui veut dire qu'il y avait texte, et ça c'était plutôt Roy parce que c'était un grand spécialiste de texte interactif. Il y avait fax, c'était un groupe italien. Il y avait Slowscan, qui était notre système d'envoyer les images par téléphone. Et ça, c'était plutôt moi. Et à l'autre bout, c'était Kit and Sherry.
Et il y avait Minitel. On avait quand même les premières œuvres qui étaient Minitel à l'époque. Et en plus, c'était pour moi une première. C'est la première fois que j'ai créé un réseau informatique qui était Max et Modem. Et on a échangé des images entre Venise, Paris, Nantes et Toulouse et Nice. Et c'était des images fixes. Et j'avais 2 étudiants d'art qui étaient de l'ENSAD, qui étaient avec moi comme technicien, mais aussi comme artiste. Et on a fait une espèce de cadavre exquise. Et c'était ça. J'ai toujours ces images. Malheureusement, toutes les images qui étaient sur le slow scan, ils étaient perdus. Ils étaient enregistrés en bande vidéo. Le Biennale de Venise avait la bonne idée d'envoyer ça à quelqu'un au Canada pour faire un montage et ils étaient perdus. Alors, on a toute trace de ça qui est un peu triste. Mais bon, à partir de la Biennale de Venise, j'ai travaillé exclusivement avec l'informatique comme forme de transmission. Tu vas ajouter quand même quelque chose, il faut, hein? J'allais t'interrompre. Oui. Il y a quelque chose de très intéressant quand tu dis les techniciens étaient aussi des artistes. Et tu parles régulièrement que le réseau est un nouveau médium de communication. Ouais. En quoi est-ce que le fait d'intégrer une dimension technique dans le développement de l'œuvre change notre manière de communiquer? Bon, j'ai toujours travaillé à partir d'un concept qui était l'espace de communication. L'espace de communication est l'ensemble de moyens qu'on a pour recevoir et envoyer les informations. Premier espace de communication, c'était probablement autour d'un feu, avec la voix comme la technologie et peut-être un morceau de viande partagé. Mais ça, c'est l'espace de communication. Et depuis ce moment-là, on n'a pas arrêté d'ajouter les dimensions à l'espace de communication. Avec les textes écrits, avec tous les moyens de communication qui étaient développés par l'homme depuis. Le XXe siècle, il y avait une explosion des possibilités, des technologies de communication. Et souvent, l'art était très, très marginal ou complètement écarté. Et pour moi, le grand vilain dans tout ça, dans cette évolution de communication est la télévision, que je trouve débile et en train de transformer une population en débile. Et je me suis dit, on a une dernière chance. On a une dernière chance qui est le réseau. Parce que j'ai vu le réseau en train de venir pendant les années 80 avec un idéalisme qui était sans borne, mais on allait transformer tout avec ça. Et bon, très rapidement, dans les années 80, cette technologie a été kidnappée par le commerce et on a ce qu'on a aujourd'hui. Mais il y a toujours une chance parce que quand même le réseau est énorme, il y a énormément de débit qui est potentiellement là. Et mon objectif maintenant est toujours de tenter de créer un espace de création qui est une espèce de bien commun. Je suis en train de voir avec les avocats en France et en Angleterre pour tenter de définir cet espace où on peut imaginer un espace qui n'est pas, disons, contrôlé par le commerce, mais ça ne veut pas dire que nous voulons interdire ça, parce que quand même, il faut payer les artistes. Mais un espace pour la recherche, pour la création artistique, la recherche scientifique, l'éducation, tout ce qui est culture. Tu parles d'espace partagé, et si on fait le parallèle avec toute l'avancée qui a donné cette soirée, il a été beaucoup question d'architecture chambrée. Et tu travaillais avec un outil qui s'appelait Access Grid à l'époque, qui était développé par des Australiens, qui permettait… Des Américains. Des Américains ? Ouais. Des Américains. Et qui permettait d'ouvrir des rooms, des chambres, pour travailler ensemble à créer au sein de ces chambres, de ces espaces, de la même manière qu'autour d'un feu quelque part. Ouais.
en quoi est-ce que, selon toi, il est important que l'outil corresponde à des espaces partagés qui seraient plus anciens? Bon, l'espace de communication est l'espace partagé. Et il fallait ajouter les moyens de communiquer pour permettre d'élargir cet espace partagé. Pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était par l'expérimentation artistique. Parce que la communication artistique est très, très exigeante, qui veut dire que si on est en train de faire une pièce de théâtre en ligne, ça fait appel à tous les moyens techniques qu'on peut imaginer et nous force d'inventer d'autres. Dans ce cas, il y a toujours cet espace partagé qui est extrêmement important. Mais derrière ça, il y a aussi une idée importante que l'évolution technologique est poussée par les besoins artistiques. Ce n'est pas un bon ingénieur dans un télécom quelque part qui décide que nous aurons ça comme outil. C'est vraiment les besoins artistiques qui peuvent dicter l'évolution de la technologie parce que ça va ajouter les dimensions dans la communication humaine beaucoup plus subtiles, beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes. Dans ce cas, c'est une idée de base de tout ça que j'ai toujours promu quasiment. Bon, je suis dans ça depuis 40 ans. Mais on arrive parce que vous pouvez imaginer l'évolution technologique que j'ai vécue dans 40 ans de tout ça. Notre premier concert de musique qu'on a organisé, c'était entre Paris et Nice et c'était en 90. On avait un musicien à Nice avec un musicien à Paris et on a répété, ça marchait assez bien pour le temps. Mais il y avait un problème de trafic quand l'événement a démarré. Et le musicien à Nice, qui était un saxophoniste, il a commencé à jouer, la musique est en train de venir, il a terminé, il a mis le saxophone par terre et il est parti et la musique était toujours en train de venir. Donc, il y avait un délai d'à peu près 2 minutes. Et c'est par tout un coup, le soir, il y avait un trafic incroyable et tout notre événement foutu. Est-ce que tu veux dire que les usages que les usages vont transformer l'outil et que l'outil va transformer même les infrastructures et que ce sont aux artistes de développer de nouveaux usages? Oui, absolument. Ce qu'il y a d'abord, bon, c'est un échange entre les deux. Hein. D'abord, nous, un bon exemple, nous, pendant toutes les années 80, on a échangé des images fixes. C'était, comme j'ai dit, une espèce de cadavre exquise, un peu ennuyeux après 10 ans. Et j'ai dit à mon associé, Georges Albert Kisfalodi, j'ai dit, bon, on doit trouver quelque chose qui va plus naturellement avec la technologie, qui était les arts vivants, parce que déjà, par nature, c'est interactif. Dans ce cas, on a décidé de démarrer avec la musique, et bon, c'était ce premier concert qui était un désastre, mais quand même, les musiciens étaient accrochés. Ils ont compris que c'était une autre scène qu'il fallait explorer. Et une fois qu'on commence à avoir vraiment un corps d'artistes, musiciens, comédiens, danseurs, danseuses, intéressés par cet espace, là, on commence à expérimenter ces possibilités et en expérimentant ces possibilités, on développe un langage artistique pour cet outil. Et c'est ça qui est principal, extrêmement important. Parce que fondamentalement, notre problème est qu'on est satisfait avec une connexion. On est connecté. Mais bon, OK, on est connecté. Avec Zoom, c'est pas mal maintenant. Zoom utilise la même architecture que nous, qui est un réseau de serveurs. Mais une fois connecté, qu'est-ce qu'on fait après? Notre idée était, on travaille ensemble, on crée ensemble. Et ça exige, bien sûr, une connaissance de la technologie chez des artistes, une collaboration étroite avec les techniciens. Et finalement, on doit apprendre plusieurs choses. D'abord, comment on utilise cet espace artistiquement, parce qu'on ne sait pas encore. Les connexions, coucou, salut, les têtes parlantes, c'est très bien, mais on veut aller beaucoup plus loin que ça.
et d'apprendre comment créer ensemble. Et pour vous donner un exemple, il y a 6-7 ans, j'étais connecté par le directeur de Young Vic à Londres, qui est un théâtre expérimental. Et il est venu à Paris pour me voir. Il a dit, nous voulons faire un opéra en ligne entre London, Rio et Cape Town. Je dis bien. Il a dit, est-ce que tu peux nous aider? Et ma réponse était, c'est une bonne idée, mais tu ne peux pas. Tu peux connecter, tu peux mettre une caméra dans chaque théâtre et avoir une image échangée, mais vous ne pouvez pas faire un opéra en ligne parce que les outils n'existent pas. Et en plus, on ne sait pas comment le faire. Et finalement, avec eux, on a dessiné un projet pour apprendre comment on amène les métiers de théâtre dans l'espace de réseau. Et c'était un projet qui était une partie d'un très grand projet qui était rejeté par l'Europe. C'était 7 millions d'euros pour créer la plateforme un peu partout en Europe pour démarrer cette forme d'expérimentation. Tu parles de MAP, Multipoint Art Platform, sur lequel tu travailles depuis 10 ans, enfin depuis plus longtemps que ça. Et pour être tout à fait honnête, je travaille aussi depuis 10 ans dessus. Nous avons Jean-Marie Dallet et Frédéric Curien qui travaillent sur cet outil. En quoi, selon toi, il y a nécessité de nouveaux outils? Est-ce que c'est une question de réseau ou est-ce que c'est une question d'usages locaux qui seraient déplacés? Pour moi, il y a une question de présence qui se pose là et de présence multimodale. Qu'est-ce que ce serait un outil idéal? Je ne sais pas si la question est la bonne, mais un outil idéal pour transposer ces multimodalités, ces grandes multimodalités de la présence physique dans une nouvelle qualité de présence distante. Bon, d'abord, c'est lui qui a trouvé le nom MAP, qui est Multipoint Art Platform, qui est lié à le réseau que j'ai créé il y a 20 ans, qui est Marcel. C'était un hommage à Marcel Duchamp. On a utilisé son tableau de réseau comme notre logo, mais ça veut dire aussi Multimedia Art Research Centers and Electronic Laboratories. Et ça marche à l'envers en français. Et ça, c'était créé il y a 20 ans. Bon, la technologie était toujours très, très primitive, mais quand même, on a commencé à le faire et on avait ce concept de map qui était la création entre sites multiples pour entrer et vraiment occuper cet espace de réseau avec la création artistique. Pour ça, on a compris qu'on a besoin des outils spéciaux, que créer une plateforme, c'est une première étape, une plateforme avec la qualité suffisante pour permettre la création des œuvres d'art, surtout les arts vivants, mais en plus, un niveau d'outils qui va nous aider de créer les outils nécessaires pour faire le théâtre en ligne, ou faire la danse en ligne, ou même une conférence en ligne. Et notre idée était de créer un système où chaque utilisateur pouvait changer la plateforme sur mesure, selon l'événement prévu, et avoir un moyen de répondre aux besoins de cette création et créer les outils nécessaires pour les réaliser. Dans ce cas, c'est les niveaux différents. Mais qui est fondamental, c'est vraiment qu'il y a cette présence de l'homme et cette création ensemble, et c'est ça qui dicte l'évolution de la technologie. Et pas que nous sommes à la merci d'un ingénieur qui invente un truc pour aller trouver une glace plus près de chez moi, mais quelque chose qui a une vraie nécessité selon les besoins artistiques. Merci, nous allons conclure là-dessus. Merci Don. Merci Don.